Je vais passer au deuxième indice. Alors, deuxième indice, c'est un tableau qu'on commence à connaître maintenant, hein, qui est le fameux tableau de Saint-Antoine de Téniers. C'est un tableau très riche. Il faut savoir que Téniers a peint énormément de toiles, notamment sur le thème de Saint-Antoine. C'est d'ailleurs ça qui a compliqué beaucoup les chercheurs, parce qu'en fait, on savait depuis très longtemps qu'il fallait chercher un tableau de Saint-Antoine, hein, par la formule Bergère, pas de tentation que Poussin Téniers. Mais le problème, c'est de trouver le bon tableau. Ça, voilà. Et heureusement, il y a eu les travaux de Franck Dafos, Didier Ricard de Thury, qui ont été révélés en 2011. Moi-même, j'ai un superbe souvenir, parce que je suis allé voir Dafos à cette époque-là, puisqu'il avait une version chromatique parfaite qui lui avait été envoyée du directeur du musée du Prado. Donc, qui est une photo exceptionnelle, hein, qui montre le tableau. Il est magnifique, hein. Franchement, c'est un tableau qui est superbe. Donc le voilà. Très riche, comme vous voyez, il y a plein de personnages. Il est aujourd'hui archivé au musée du Prado, il date de 1670. Il a été archivé sous le titre Tentation de Saint-Antoine. Vous allez voir que ce n'est pas du tout une tentation. Et puis il y a plusieurs degrés de lecture dans ce tableau-là, et il y a même une géométrie sacrée. Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas publié parce que il me manque encore certains éléments, mais sachez que il y a une géométrie extrêmement rigoureuse là-dedans. Voilà, extrêmement fine, avec un mappage de cartes. Enfin voilà, ça c'est un autre sujet. Est-ce que c'est pas 1681 aussi, le Téniers? J'ai lu ça chez Dafos. Moi, la date que j'ai, c'est 1670. Bon. Merci. Alors, pourquoi c'est pas une tentation? Alors, et pourquoi on cherche quelque chose qui n'est pas une tentation? Je rappelle que la sentence, c'est Bergère, pas de tentation que Poussin-Téniers. Donc, vous avez l'information Bergère-Poussin, donc ça, on sait ce que c'est Berger d'Arcadie depuis longtemps. Là où on a eu plus de mal à comprendre, c'est le pas de tentation Téniers. Alors, tentation Téniers, ok, ça veut dire que c'est un Téniers, c'est un Saint-Antoine qu'il faut chercher. Là où beaucoup de gens se sont plantés, c'est que, ah oui, mais c'est pas une tentation qu'il faut chercher, c'est une pas de tentation. Ah, ils sont rusés, ces codeurs. Et effectivement, ça n'est pas une tentation. Alors, je vous ai mis ici un tableau de Téniers qui est une tentation. Alors, comment ça se distingue? C'est très facile. Une tentation, c'est quoi? En fait, vous avez Saint-Antoine, qui est là, vous le voyez, il est en prière, il est devant sa croix, ses livres de prière. Et il y a tout un ensemble de personnages fantasmagoriques qui viennent, qui l'entourent et qui essaient de le tenter. Donc, vous avez ici une courtisane qui vient avec un verre de vin, vous avez une autre, ce que j'appelle une mégère, avec des cornes qui vient lui proposer quelque chose, voyez. Et vous voyez, Saint-Antoine, il reste impassible, il est concentré sur sa croix, et voilà, il n'écoute absolument pas ce qui se passe autour de lui. C'est une tentation de Saint-Antoine, classique. Et vous en avez plein, et pas que de Téniers, hein, d'ailleurs. Hein, c'est un thème qui a été traité par plein de grands maîtres. Le tableau qui nous occupe, là, n'est pas une tentation. Regardez Saint-Antoine. Vous voyez, son regard, il est perturbé. Il est plus concentré sur sa croix et tout. Il est en train de regarder ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un autre personnage, fou de colère, avec un couteau, qui chevauche un lion, et qui, lui, est en train de regarder encore autre chose. Et vous avez tous les autres personnages qui sont aussi en train de regarder ce qui se passe ici. Vous avez ici une scène, un instantané, en fait. On est en train de nous raconter une histoire. Il se passe quelque chose, un drame. Ça n'est pas une tentation. Alors en fait, non seulement c'est pas une tentation, mais en plus, le tableau traite des 7 péchés capitaux. C'est amusant aussi. Vous allez retrouver ici les 7 péchés capitaux. Vous avez par exemple la gourmandise, vous avez un personnage avec des saucissons et du vin, vous avez la paresse derrière, vous avez la colère, vous avez l'envie qui est ici, vous avez l'avarice, vous avez la vanité,
voilà, vous avez les 7 péchés capitaux. Ce qui est très amusant, c'est que si vous allez sur le site du Prado, vous essayez de trouver ce tableau, alors il a disparu à un moment donné. Pendant 2 ans, il a disparu. Et pour cause, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Dafos, à un moment donné, est allé là-bas, pour déjà avoir des informations, et ils ont réalisé là-bas que le tableau était un peu à part. Il y avait quelque chose, une histoire très particulière sur ce tableau. Donc ils l'ont enlevé du site. Pendant 2 ans, on ne l'a plus vu. Et il est réapparu il n'y a pas très longtemps, donc là on peut le revoir, c'est assez amusant. Ils ont changé le titre, c'est-à-dire ils se sont rendus compte que c'était pas une tentation, mais c'était les 7 péchés capitaux. Donc là maintenant vous allez trouver les 7 péchés capitaux, ils ont réussi à comprendre ça. Par contre ils ont toujours pas compris où étaient les 7 péchés capitaux. Alors c'est très amusant parce que si vous êtes curieux, allez sur le site, ils vont vous expliquer que le petit personnage avec le petit entonnoir là-haut, je sais plus quoi, c'est la colère ou je sais pas quoi, enfin, c'est le délire. Mais je pense qu'il faudra attendre encore quelques années pour qu'ils arrivent à le comprendre, ce tableau. Je pense qu'ils n'ont pas fini. Mais je le dis sous le ton de la plaisanterie, mais c'est quand même un expert de l'art qui vous raconte ça. C'est quand même... je suis effaré. Alors, ce tableau, il se décrypte. Alors, il se décrypte de pas mal de manières, parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup de messages, dans ce tableau-là, mais je vais vous présenter le message qui nous intéresse aujourd'hui, qui est direction le Bézis. Il faut voir ici un détail très important dans le tableau qui est là, au fond. Donc là, je zoome ici, vous voyez. En fait, ce qui a été dessiné là, c'est le Buggara. Vous le voyez là, il a sa forme très caractéristique. C'est le Buggara. Je l'ai mis ici en photo réelle. Hein. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que déjà là, à ce stade-là, on se dit, oui, oh, le tableau de Ténier, donc ça veut dire que non seulement on est en train de nous présenter une scène un peu bizarre qui peut être une tentation, mais ah ouais, on est dans le Razès quand même, on est dans le Haut-Razès. Ah, c'est pas rien quand même. Hein. Vous avez même ici dans le tableau le petit village de Buggara qui a été dessiné, vous le voyez là, juste devant. C'est des petits détails. Hein. Pourquoi c'est important? Bon, déjà, ça veut dire qu'on arrive à orienter la scène. Mais on arrive à poser un axe. Pourquoi? Parce que le Buggarache a été peint avec une certaine vue qui est là. Donc on arrive à orienter géographiquement cette vue. Donc j'ai mis l'axe en vert, il est là. Donc l'idée a été de se dire, si sur le tableau on a le Buggarache, ça veut dire que très probablement on n'a pas une scène réelle. Donc allons-y dans le raisonnement. Pour aller plus loin, il faut savoir, je l'ai mis ici, vous voyez dans le tableau, vous voyez là, je vais revenir en arrière, ça va être plus simple. Vous voyez dans le tableau, vous avez ici une sorte de montagne, de colline très abrupte. Voilà, vous voyez, ça tombe carrément à pic là, et vous avez le Buggara qui est là, d'accord? Quand on prend cet axe, la question qui se pose après, c'est où est-ce qu'il faudrait qu'on se mette sur cet axe pour observer le tableau, pour être dans le tableau si vous voulez. Vous voyez que jusque-là, il n'y a aucune falaise ou aucune colline qui pourrait, on va dire, rappeler cette forme rocheuse très abrupte. La seule qui pourrait coller, c'est celle-là, c'est la pointe, et là on est dans la Berco Grando, qui est là, c'est la seule qui pourrait coller. Donc, si on part de cette hypothèse-là, ça veut dire que la vue du tableau est avant, par là. Ah, bon, on avance. Deuxième élément, il y a un autre élément dans ce tableau. Je vais vous le montrer là. Regardez, l'observateur du tableau est lui-même dans une grotte. Vous voyez la grotte là? L'observateur est dans une grotte et il observe quelque chose en dehors. Hein, il observe un paysage. Donc on s'est dit naturellement, mais si cet observateur est dans une grotte, peut-être que cette grotte existe. Cherchons cette grotte. Et bien cette grotte, on a fini par la trouver. Ça commence à faire beaucoup là. Hein.
Donc là voilà cette grotte. Alors je peux vous dire que la première fois quand j'ai mis les pieds dans cette grotte, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller de trouver le point exact dans la grotte pour me projeter dans le tableau. Parce que la grotte, elle est assez large. Hein. Vous voyez là, je l'ai prise en recul, face avant. Vous voyez, c'est une grotte qui est assez profonde et qui est assez large. Hein. Et donc, l'exercice a été de trouver à quel endroit il faut se mettre dans la grotte pour être dans le tableau de Téniers. Et bien, ça a bien marché. Et là, j'étais fou de joie, hein, je peux vous dire, hein, parce que, waouh, ça veut dire qu'on est bon, hein. Ça devient bon, là. Ça match. À tel point que, regardez, vous voyez cette échancrure caractéristique là, qui est dans la roche, là. Et ben, on la retrouve en réel. Et vous voyez ici la partie rocheuse qui déborde, ben, c'est la Berco-Grando. C'est le nez de la Berco-Grando qui a été dessiné là, dans le tableau. Wow, ça veut dire que je suis l'observateur du tableau. Je suis dans le tableau. C'est bien, hein? Alors, elle est où cette grotte? Eh bien, cette grotte, elle n'est pas très loin des Pontilles. Décidément, ce coin-là, il y avait déjà le tombeau. Là, maintenant, on se retrouve avec une grotte. Alors, petit détail, je vais donner juste un petit détail ici encore, et je vais y revenir après. Vous voyez ici, ce qui a été dessiné sur le nez donc, de la Berco-Grando, puisque maintenant on sait que c'est la Berco-Grando. Vous voyez, il y a une sorte de bâtiment, un édifice. Hein, il y a une maison. Ah, celle-là, elle nous a posé des problèmes. Hein. On en a fait des balades là. Parce qu'évidemment, une fois qu'on a compris que le paysage qui a été peint est réel, on voit une maison, il faut la trouver. Donc, on s'est promené sur la Berco-Grando, on a parcouru pas mal de trucs. Bon, on l'a pas trouvé. On l'a pas trouvé, c'est malheureux. Hein. Heureusement, sur la carte de Cassini, quand on regarde la zone avec la Berco-Grando, la Berco-Petito, elle est là. Ouf! Elle est bien là. Elle a été repérée par la carte de Cassini. Donc, ça veut dire qu'elle a existé. Preuve. C'est pas... voilà, on pourrait dire que Téniers a inventé, a mis une petite maison pour faire beau. Non, non. La maison a bien existé. Bon, malheureusement, les siècles passant, je pense qu'elle est tombée en ruine, on a récupéré les pierres, on ne sait pas trop. On a toujours un espoir de trouver quelques indices. J'ai toujours l'espoir de monter un peu là-haut pour continuer à fouiller, mais bon, voilà. Donc ça, c'est... Mais sachez qu'elle a existé, on a la preuve. Hein. Alors, dans cette partie-là, je vais terminer par ça. Voilà les petites curiosités du tableau, c'est très amusant, parce que, évidemment, c'est le tableau de l'affaire de Rennes. Hein. Et bien, comme c'est le tableau de l'affaire de Rennes, eh ben, il faut l'indiquer, il ne faut pas le perdre, surtout, il est important. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils l'ont référencé, 1618. C'est quoi 1618? Eh ben, c'est le nombre d'or. Eh ben, évidemment, c'est un tableau sur un dépôt d'or extrêmement important. Donc, on va mettre le nombre d'or, c'est logique. Ça va ensemble. Donc, il est référencé 1618. Mais ce qui est absolument étonnant, c'est que moi, quand on pose la question, notamment aux restaurateurs là-bas du Prado, ils vont nous expliquer que c'est des chiffres qui sont absolument tirés au hasard. Hein. Et donc, il y a des petits détails dans le tableau qui sont très intéressants. Alors, j'en ai sorti quelques-uns. Bon, alors, il y en a un qui est très rigolo. Donc, vous voyez la varice qui est là. Donc, elle a des sacs d'or et d'argent et d'or là à côté d'elle. Et vous voyez des initiales là, ici, sur le sac d'or, PF. Alors, PF, bon, vous le traduisez comme vous voulez. Moi, ça me parle beaucoup, évidemment, parce que Pavillon Fouquet, hop là, on est parti dans l'histoire 17e. Hein. Il faut savoir que c'est un tableau 17e, hein, donc qui a été fait en plein dans l'affaire de Rennes. Pavillon Fouquet, oui, c'est l'époque, hein, ça colle bien. Hein. Autre petit détail amusant, regardez la balance de la varice, là. Hein. Regardez, c'est une balance dorée, hein, d'ailleurs, déjà, hein, elle est en or. Regardez, il y a un plateau en triangle, il y a un plateau en cercle.
triangle, cercle. Waouh! Bah oui, évidemment, il y a de la géométrie derrière, triangle, cercle. Puis alors, dernier petit clin d'œil, allez, je vais terminer par ça sur la... Vous voyez, Bergère, pas de tentation, que Poussin, Ténier, garde la clé, PAC 681, etc. Regardez l'autoportrait de Ténier, comme il est beau. Il a une belle clé au ceinturon. Ah oui, il garde la clé. Hein.